Père a porté un toast à la grossesse de mon frère lors de son gala du 40e anniversaire, puis m'a demandé, c'est quand ton tour? J'ai dit, il y a 10 mois. Tu étais invité. Ton fil en or te l'a caché. Mon père a levé sa flûte à champagne en cristal au bout de la longue table de banquet, et sa voix profonde et retentissante a porté à travers toute la salle de bal du club de campagne. C'était une voix qui commandait les salles de conseil, les chantiers de construction et chaque pièce où il était entré depuis 40 ans. Les lustres au-dessus de nous projetaient une lueur dorée et coûteuse sur une mer d'élite, de politiciens, de promoteurs immobiliers et de mondains les plus riches de Charleston. Tous étaient assis dans un silence absolu, suspendus à chacun de ces mots. 40 ans de mariage, dit-il, la poitrine bombée fièrement sous son smoking sur mesure. Et ce soir, nous célébrons la femme remarquable qui m'a tout donné. Il se tourna vers ma mère, Patricia. Elle tamponnait ses yeux parfaitement secs avec une serviette en lin monogrammée, jouant le rôle de l'épouse impeccable et adoratrice à la perfection absolue. Puis ses yeux voyagèrent le long de la table jusqu'à mon jeune frère, Élie. Élie rayonnait à ses côtés. Il semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe avec ses cheveux gominés, un sourire à $100, et sa main posée fièrement, presque possessivement, sur le ventre légèrement gonflé de sa femme Anne. Et ce soir, mon père continua, sa voix tombant dans un registre d'une profonde résonance émotionnelle que je l'avais rarement entendu utiliser. Nous célébrons également le prochain chapitre de nos vies, le plus grand cadeau qu'un homme puisse demander, le premier petit enfant, le garçon que nous attendions pour perpétuer l'héritage familial. La salle éclata en applaudissements polis et riches. Je me tenais près du fond de la pièce, près des lourds rideaux de velours, tenant un simple verre d'eau pétillante. J'ai regardé mon père lever ce toast coûteux à un bébé qui n'existait même pas encore. Anne était à peine enceinte de 4 mois. Pendant ce temps, mon propre fils, Guillaume, son véritable premier petit-fils, venait d'avoir 10 mois ce matin-là. Il était à 3000 miles de là, à Portland, dormant dans son berceau dans un pyjama que je lui avais acheté, complètement effacé de l'arbre généalogique. Mon père attendit patiemment que les applaudissements se calment. La salle retomba dans un silence respectueux. Puis, à mon horreur absolue, il regarda à travers la pièce, au-delà de la mer d'investisseurs riches, et fixa ses yeux perçants directement sur les miens. J'avais été le frère aîné invisible pendant 31 ans, l'ingénieur en structure silencieux qui avait déménagé à travers le pays pour échapper à ce cirque exact. Mais ce soir, il décida de me tirer de l'ombre pour me mettre sous les feux de la rampe. Il leva son verre dans ma direction. C'était un petit geste condescendant, le genre que l'on fait à un subordonné. « Et Mathieu » lança-t-il, sa voix résonnant sur le plafond voûté pour que tout le monde l'entende. « Bien sûr, nous espérons qu'un jour ce sera ton tour aussi. Un jour bientôt, mon fils. Ne nous fais pas attendre trop longtemps. » Élie eut un sourire narquois. Anne laissa échapper un rire doux et moqueur qui me glaça le sang. Ma mère me regarda avec un regard d'avertissement perçant, me commandant silencieusement de hocher la tête, de sourire et de jouer mon rôle de frère aîné pathétique, célibataire et sans enfant. Mais je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas souri. 31 ans à jouer le bon fils silencieux s'évanouir en un seul battement de cœur. Je me redressai, posai mon verre d'eau sur le plateau argenté d'un serveur qui passait, et laissai le lourd silence s'étirer pendant 5 secondes agonisantes. « Père, dis-je. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas besoin. » L'acoustique de cette salle de bal était impeccable, portant ma voix à chaque coin. C'était il y a 10 mois. Tu étais invité. Personne ne bougea. La respiration dans la pièce sembla s'arrêter complètement. Je gardai mes yeux rivés directement sur mon père, refusant de cligner. Il s'appelle Guillaume. Il a 10 mois. Tu as été invité à sa naissance. Tu as été invité à mon mariage avec Sarah il y a 3 ans. Mais ton fils en or, juste là, et ta femme parfaite t'ont caché tout cela. Mon père me regarda. La couleur lui avait complètement fui le visage, le laissant pâle et vieux. La lourde flûte à champagne en cristal dans sa main droite s'inclina lentement, glissant de sa prise relâchée. Elle heurta le sol de marbre et se brisa en 1000 morceaux scintillants. Le claquement sec résonnant comme un coup de feu dans le silence de mort de la pièce. Mais pour comprendre comment l'héritage parfait et intouchable de ma famille a été complètement détruit en moins de 5 minutes cette nuit-là et pourquoi j'ai été celui qui a finalement allumé la mèche, il faut comprendre ce qui s'est passé 2 ans plus tôt.
C'était un mardi matin pluvieux et gris à Portland quand ma femme Sarah est sortie de la salle de bain tenant un bâton en plastique avec 2 lignes roses solides dessus. Elle pleurait, le bon genre de larmes, ses épaules secouées de soulagement. Nous essayons activement d'avoir un bébé depuis plus d'1 an, naviguant le chagrin tranquille et privé des tests négatifs après tests négatifs. Je me souviens avoir laissé tomber ma tasse de café dans l'évier de la cuisine et l'avoir juste serrée dans mes bras, enfouissant mon visage dans son épaule. J'avais 31 ans, un ingénieur en structure à succès, un homme qui concevait et construisait d'énormes complexes hospitaliers pour gagner sa vie. Mais à ce moment précis, je me suis senti comme un petit enfant à qui on venait de donner le monde entier. Et presque immédiatement, cette envie massive et écrasante m'a frappé en pleine poitrine. Je devais le dire à mon père. Je sais à quel point cela semble stupide. Si vous regardiez mon parcours avec mon père, vous vous demanderiez vraiment pourquoi je me souciais de ce qu'il pensait. J'ai toujours été le livre face au papillon d'Élie. C'est exactement comme mon père nous appelait. Déguisé en une blague affectueuse, mais cela portait toujours une piqûre. J'étais l'enfant calme et sérieux qui faisait des équations mathématiques complexes à la table de la cuisine. Élie était l'athlète charmant et charismatique qui pouvait se tirer d'un excès de vitesse à 16 ans. Mon père a bâti un empire immobilier commercial massif sur des poignées de main, des parties de golf et un pur charisme. Et il me regardait comme si j'étais un produit légèrement défectueux qui ne correspondait pas tout à fait à la marque. La dernière fois que j'avais vraiment essayé de me connecter avec lui sur un plan émotionnel, c'était à ma remise de diplôme universitaire. Il est arrivé 20 minutes en retard à la cérémonie, s'est assis au tout dernier rang, a vérifié son téléphone pendant tout le discours de remise des diplômes et est parti avant le dîner de célébration parce qu'il prétendait avoir une fusion d'entreprises critique à laquelle assister. Je me souviens très bien d'être resté debout sous la chaleur étouffante de l'été dans ma lourde robe de remise des diplômes noirs, tenant mon diplôme, regardant sa voiture de ville noire s'éloigner dans la circulation. J'ai ressenti un creux froid et vide dans mon estomac ce jour-là. Je me suis promis à ce moment-là que je ne m'en dirais plus jamais son attention. J'ai déménagé sur la côte ouest, bâti une vie complètement indépendante et mis 3000 miles de distance entre nous. Mais la grossesse fait quelque chose d'incroyablement étrange à vous. Elle fissure le vieux ciment de votre cœur. Quand j'ai vu ces 2 lignes roses, le épais cale protecteur que j'avais construit autour de mes sentiments pour ma famille s'est complètement brisé. Je voulais que mon père sache qu'il allait être grand-père. Je voulais une table rase. Je voulais que cette nouvelle vie répare en quelque sorte magiquement les fondations brisées de notre famille. Je me suis assis sur le bord du matelas, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine déverrouiller l'écran de mon téléphone. Je ne l'ai pas appelé directement. Le traumatisme de la remise de diplôme était toujours là. Un fantôme me murmurant à l'oreille qu'il me renverrait directement à la messagerie vocale et gâcherait le plus beau jour de ma vie. Au lieu de cela, j'ai appelé ma mère. Patricia a décroché à la 3e sonnerie. Mathieu, dit-elle, sa voix dégoulinant de cette chaleur de haute société pratiquée qu'elle utilisait pour les réunions de conseil d'administration caritative. Quelle surprise! Tout va bien là-bas sous la pluie? Maman, dis-je, ma voix craquant légèrement. Sarah est enceinte. Nous venons de le découvrir ce matin. Nous en sommes à 12 semaines. Le médecin dit que tout est absolument parfait. Il y eut une pause sur la ligne, un instant de silence total qui dura juste une fraction de seconde de trop. Puis elle halta, une forte inspiration. Oh, chérie, c'est absolument merveilleuse nouvelle, dit-elle, sa voix montant d'un demi-ton pour simuler une joie débordante. Je suis si incroyablement heureuse pour toi, un bébé. Oh mon Dieu. Laisse-moi le dire à ton père immédiatement. Puis-je lui dire, demandai-je, ressentant une vague soudaine d'insécurité, comme un petit garçon demandant la permission de parler. Il est à la maison? Oh, chérie, il est absolument submergé de travail en ce moment, soupira-t-elle, semblant profondément compatissante. Il est en réunion successive avec le comité d'urbanisme de la ville toute la journée, et tu sais exactement comment sa tension artérielle monte quand il est interrompu pendant une négociation. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Je lui dirai pendant le dîner ce soir dans un cadre agréable et détendu avec un verre de vin et je lui ferai t'appeler dès demain matin. Il va être si ravi, Mathieu. Laisse-moi juste lui ouvrir la voie. J'ai accepté. J'ai raccroché, j'ai serré ma femme dans mes bras et j'ai attendu le matin. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, heure du Pacifique, sachant qu'il était 8 heures du matin à Charleston. J'ai laissé mon téléphone hors du mode silencieux.
Je l'ai emporté dans la salle de bain pendant que je me douchais. Je l'ai posé au centre de mon bureau au travail, le fixant pendant des heures. La matinée passa, puis l'après-midi. Le soleil se coucha. Le téléphone ne sonna jamais. Au 3e jour consécutif de silence de mort, la sensation familière et suffocante d'être le fils mal-aimé commença à remonter ma gorge, étouffant la joie de la grossesse. Mais je refusais absolument de la laisser gagner. Pas cette fois. Il ne s'agissait plus seulement de penser un ego blessé. Il s'agissait de mon enfant à naître. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé la ligne directe du bureau de mon père. David, l'assistant exécutif qui travaillait à l'accueil de mon père depuis que j'étais au collège, a décroché immédiatement. Bureau de Monsieur Sterling, comment puis-je diriger votre appel, dit David, sa voix nette et professionnelle. Salut David, c'est Mathieu. Mon père est-il au bureau aujourd'hui? David sembla sincèrement surpris et heureux. Mathieu, c'est si bon d'entendre ta voix, mon fils. Ça fait un moment. Laisse-moi vérifier son emploi du temps très vite. Je suis vraiment désolé. Il vient juste d'entrer dans la salle de conférence principale avec Ellie pour une grande session de stratégie. Puis-je lui demander de te rappeler dès qu'ils auront fini? S'il te plaît, dis-je, essayant de masquer le désespoir dans ma voix. Dis-lui que c'est très important. Personnel, pas professionnel. Il ne rappela pas. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Au cours des 4 mois suivants de la grossesse de Sarah, j'ai appelé ce bureau exactement 11 fois. Chaque fois, je me suis heurté à un mur massif, il voyageait à Atlanta pour visiter une propriété commerciale. Il était sur un terrain de golf avec des investisseurs étrangers. Il était en réunion de gestion de crise. J'ai laissé des messages vocaux détaillés. J'ai envoyé de longs emails sincères avec nos dernières échographies jointes, expliquant à quel point le bébé grandissait. Rien, pas un seul mot de réponse. J'appelais ma mère le week-end, incroyablement frustrée et profondément blessée, et elle jouait impeccablement le rôle de l'ultime pacificatrice, lissant les aspérités de l'absence de mon père. Mathieu, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement, disait-elle, laissant échapper un long soupir épuisé. Le marché de l'immobilier commercial est en plein marasme en ce moment, et les taux d'intérêt sont terribles. Ton père travaille 80 heures par semaine juste pour maintenir la stabilité de l'entreprise et protéger l'emploi de tous. Je lui ai montré la photo d'échographie que tu as envoyée. Je te promets que je l'ai fait. Il a tellement souri. Mais tu sais exactement comment est ton père. Les hommes de sa génération ne savent tout simplement pas exprimer leurs sentiments à propos des bébés tant que l'enfant n'est pas là et qu'ils ne peuvent pas le tenir. Accorde-lui un peu de grâce, chérie. Il t'aime. Je voulais désespérément la croire. Je le voulais vraiment, vraiment. Je me suis convaincu que mon père était juste un bourreau de travail émotionnellement retardé et obsessionnel qui ne savait tout simplement pas comment traiter l'idée abstraite d'un petit enfant. Pourtant, je me suis dit que ce n'était pas malveillant, juste un défaut générationnel. Mais le rejet constant me tuait lentement de l'intérieur. Je me souviens d'une nuit particulière de fin octobre. Sarah était enceinte de 7 mois, son ventre parfaitement rond et lourd. J'étais assis sur un tabouret de bar à l'îlot de la cuisine, fixant le regard vide l'écran lumineux de mon ordinateur portable. Je regardais un brouillon de mail que j'avais écrit à mon père et que j'étais trop effrayé d'envoyer, j'ai senti une main douce et chaude se poser délicatement sur mon épaule. Sarah se tenait derrière moi, m'enlaçant le cou. Elle est infirmière pédiatrique, le genre de femme qui gère le chaos absolu de la vie et de la mort au travail, mais qui n'apporte que du calme apaisant à notre maison. Elle a posé sa joue contre le côté de ma tête. Regardant l'email non envoyé. C'est lui qui manque quelque chose, dit-elle doucement, sa voix calme. Pas toi, lui. Je voulais juste qu'il s'en soucie, elle chuchotait dans la cuisine sombre, détestant absolument à quel point je sonnais pathétique et brisé. Juste une fois. Je voulais qu'il se soucie de ma vie et de ma famille autant qu'il se soucie du swing de golf d'Ellie ou de ses bénéfices trimestriels. Sarah a doucement tourné ma chaise pour que je sois obligé de la regarder. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son expression farouchement protectrice, le genre de regard qu'une ours donne quand son petit est menacé. Mathieu, écoute-moi très attentivement. Tu seras 1000 fois le père qu'il a jamais été. S'il ne veut pas faire partie de cette belle chose que nous construisons. C'est sa perte tragique.
Mais nous n'allons pas laisser notre fils grandir une seule seconde en pensant qu'il n'est pas suffisant juste parce que ta famille est brisée. Nous brisons le cycle ici. D'accord. J'ai hoché la tête lentement. J'ai tendu la main et lui ai serré la taille, pressant doucement mon visage contre son ventre de femme enceinte. Sentant notre soleil taper contre ma joue. Je me suis fait une promesse silencieuse et inébranlable. J'arrêterai de courir après un fantôme. Je me concentrerai entièrement sur ma propre famille. Mais je ne connaissais pas la vérité. Je ne savais pas que ma mère me mentait. Je ne savais pas qu'elle et Ellie construisaient systématiquement un mur invisible et insonorisé autour de mon père, supprimant mes emails du serveur, interceptant mes messages vocaux et s'assurant que mon nom était pratiquement effacé de cette maison. Guillaume est né un jeudi matin pluvieux et glacial de novembre. Il est entré dans les lumières vives de la salle d'hôpital en hurlant à plein poumon, le visage rouge vif, et il était absolument et indéniablement parfait. Il avait mon nez, les yeux de Sarah et une épaisse mèche de cheveux noirs têtus qui défiait complètement la gravité. Lorsque l'infirmière accablée a finalement essuyé, enveloppé confortablement Guillaume dans une couverture d'hôpital rayée et me l'a tendu, le poids physique de lui dans mes bras a fondamentalement changé la chimie de mon cerveau. Tout le ressentiment persistant. Toute la colère profondément enracinée envers ma famille à Charleston s'est évaporée dans l'air. Plus rien n'avait d'importance. La seule chose qui importait dans tout l'univers était ce petit poids respirant reposant contre ma poitrine. Les parents de Sarah avaient pris l'avion de Seattle au moment même où elle est entrée en travail actif. Ils avaient attendu dans la salle d'attente toute la nuit, arpentant les sols en linoléum, buvant du café de machine horrible. Quand je suis finalement sorti et que je les ai emmenés dans la salle de récupération, sa mère a immédiatement éclaté en sanglots de joie. Son père, un pompier à la retraite qui avait l'habitude de ressembler à quelqu'un qui mangeait du gravier au petit déjeuner et montrait rarement ses émotions, a doucement pris Guillaume de mes bras avec des mains tremblantes. Il a embrassé le front du bébé. Une seule larme roulant sur sa joue ridée et a murmuré « Bienvenue au monde, petit bonhomme. Papy est là pour toi. Tu es tellement aimé. » Je me tenais près de la fenêtre de l'hôpital, les regardant s'extasier sur mon fils, et une douleur aiguë et familière me tordit les entrailles. C'était exactement ce que les grands-parents étaient censés faire. Ils étaient censés tout laisser tomber. Ils étaient censés se montrer. Malgré toutes mes promesses à Sarah et à moi-même, j'ai décidé d'essayer une dernière fois. Juste une dernière branche d'olivier. Je n'ai pas appelé. Je ne voulais pas entendre les fausses excuses trop douces de ma mère ou écouter le ton condescendant d'Ellie me disant à quel point tout le monde était occupé. Au lieu de cela, je suis allé en ligne et j'ai commandé des faire-part de naissance personnalisés. Je n'ai absolument épargné aucune dépense. J'ai choisi un papier cartonné épais de couleur crème avec des lettres dorées en relief. J'ai choisi une belle photo paisible de Guillaume dormant dans un bonnet d'ours en tricot, emmailloté dans une couverture blanche. J'ai également dépensé $300 pour un album photo personnalisé en cuir lourd. J'ai passé des heures à le remplir méticuleusement de photos du parcours de grossesse de Sarah, des échographies en noir et blanc et des tout premiers jours de Guillaume à l'hôpital, y compris une belle photo de lui tenant mon index. J'ai fait estamper la couverture professionnellement en feuilles d'or brillantes. À Papy Robert, voici Guillaume. J'ai soigneusement emballé les faire-part et l'album en cuir dans une boîte d'expédition prioritaire, la scellant comme si je scellais une capsule temporelle. Je suis allé au bureau de poste et l'ai envoyé directement au bâtiment du bureau de mon père, marquant l'extérieur de la boîte au marqueur noir épais. Personnel et confidentiel, à remettre directement à Robert Sterling. J'ai suivi ce colis de manière obsessionnelle pendant les 48 heures suivantes. J'ai actualisé la page de mon téléphone toutes les heures. 2 jours plus tard, un mardi, à exactement 10 heures du matin, la notification est apparue en vert vif sur mon écran. Livré, signé par l'accueil. J'ai attendu. J'ai gardé mon téléphone entièrement chargé et posé juste au centre du comptoir de la cuisine. J'ai rejoué la scène dans ma tête 100 fois. J'ai imaginé mon père assis à son immense bureau en acajou intimidant, ouvrant la boîte en carton avec son coupe-papier en argent. Je l'ai imaginé ouvrant le lourd album en cuir, traçant les lettres dorées et voyant un bébé avec les mêmes yeux sombres et intenses qui le regardaient dans le miroir chaque matin. Sûrement, cette preuve visuelle de vie percerait la glace. Sûrement, voir sa propre chair et son propre sang, le visage de son petit-fils, le ferait finalement décrocher le téléphone et m'appeler. Une semaine passa, puis un mois, puis 3 longs mois silencieux.
Nous avons envoyé une belle carte de Noël familiale montrant Guillaume assis sous notre sapin décoré, tendant la main vers une décoration. Rien. Nous avons envoyé une carte de Pâques de lui assis dans l'herbe printanière dans un petit costume bleu, souriant à l'appareil photo. Un silence assourdissant. Chaque fois que je parlais à ma mère lors de nos appels téléphoniques dominicaux bi-hebdomadaires obligatoires et superficiels, je demandais nonchalamment comment allait père, espérant qu'elle en parlerait. Oh, tu sais, soupirait-elle, sonnant parfaitement normal, toujours aussi occupée. Le marché ne dort jamais. Il dit « bonjour », cependant. Il est juste tellement absorbé par le nouveau projet de développement du centre-ville et la gestion des entrepreneurs. Mais il vous envoie son amour à vous deux. Elle n'a jamais mentionné le lourd album en cuir. Elle n'a jamais mentionné les photos de son petit-fils. J'ai finalement vraiment abandonné. J'ai construit un mur solide, impénétrable, de béton autour de cette partie blessée de mon cœur. Je me suis jeté entièrement dans mon travail d'ingénieur et mon nouveau rôle de père. J'ai appris à Guillaume à ramper sur le tapis du salon. Je lui ai donné des patates douces écrasées et l'ai essuyé des murs quand il éternuait. Je me suis levé joyeusement à 2 heures du matin pour le bercer pour qu'il se rendorme, chantant doucement dans le noir. J'étais heureux. Je l'étais vraiment, sincèrement. J'avais une femme belle et forte, un fils en bonne santé et florissant, et une vie paisible et tranquille sur la côte ouest. Complètement détaché du drame toxique et obsédé par le statut de la vieille fortune de Charleston. 10 mois se sont écoulés exactement comme cela. 10 mois de silence radio total de la part de l'homme qui m'avait donné la moitié de mon ADN. J'avais pleinement accepté cela. J'avais fait la paix avec le fait brutal que mon fils ne connaîtrait tout simplement jamais son grand-père paternel et que c'était probablement pour le mieux. Et puis, fin août, ma mère m'a appelé un mercredi après-midi au hasard. C'est cet appel téléphonique exact qui a mis mon monde entier en feu et le catalyseur qui m'a finalement fait réduire leur empire en cendres. Mathieu, chéri. Ma mère gazouilla joyeusement à travers le haut-parleur du téléphone, sa voix sonnant comme une cloche de cristal. J'étais dans ma cuisine, portant un vieux t-shirt, utilisant une éponge humide pour essuyer les petits pois en purée du plateau de la chaise haute de Guillaume pendant qu'il babillait joyeusement et frappait une cuillère en plastique brillante contre le plastique. « Salut, maman », dis-je, coinçant fermement le téléphone entre mon oreille et mon épaule pour pouvoir continuer à frotter. Qu'est-ce qui se passe? C'est le milieu de la semaine. Tu n'appelles d'habitude que les dimanches. Je sais. Mais je ne pouvais tout simplement pas attendre le week-end pour te donner la bonne nouvelle. Nous organisons un gala gigantesque et spectaculaire pour ton père le mois prochain. Ce sera l'événement de la saison. Nous combinons son 66e anniversaire avec nos 40 ans de mariage. Nous avons loué toute la grande salle de bal du Country Club. Je parle de 300 invités, un groupe de jazz de 12 musiciens en direct, du champagne importé, le grand jeu absolu. Waouh, dis-je, jetant l'éponge sale dans l'évier et m'essuyant les mains sur une serviette. Ça a l'air d'être un très gros événement. Je suis sûr que père adorera se montrer. C'est un grand événement, insista TL, sa voix pétillante d'excitation. Et Mathieu, il est si incroyablement important que tu sois là. Ton père aurait le cœur brisé si son fils aîné ne se présentait pas pour un événement familial aussi important. J'ai déjà regardé les horaires des vols commerciaux, et je peux te réserver une suite premium au Plaza Hotel du centre-ville, pour que tu sois à l'aise. Je marquai une pause, regardant Guillaume. Mon fils me regarda avec ses grands yeux sombres, fit un énorme sourire édenté et jeta sa cuillère en plastique sur le parquet avec un grand bruit. Maman, je ne sais pas, dis-je hésitamment, passant une main dans mes cheveux. Voyager à travers tout le pays en ce moment est vraiment difficile. Guillaume vient de commencer à marcher le long des meubles, et le planning de Sarah à l'hôpital est absolument brutal ce mois-ci. Je ne pense vraiment pas que nous puissions faire un voyage transcontinental avec un bébé de 10 mois. La ligne devint complètement silencieuse pendant une seconde. Le ton joyeux de dame de la haute société disparut de la voix de ma mère en un instant, remplacé par quelque chose de beaucoup plus tendu, plus contrôlé, plus froid. Eh bien, je ne suggérais pas que tu emmènes toute la famille, dit-elle doucement, choisissant soigneusement ses mots. Sarah doit être absolument épuisée par ses quarts de travail, et les bébés détestent absolument les avions de toute façon. J'espérais que tu pourrais juste prendre l'avion pour le week-end. Juste toi. Cela signifierait le monde entier pour ton père d'avoir ces deux garçons réunis dans la même pièce. Surtout parce que, eh bien,
Je ne suis pas vraiment censé gâcher la surprise avant l'envoi des invitations, mais c'est une nuit très, très spéciale pour Ellie aussi. Je me figeai. Une froide sensation des malaises me parcourut l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe avec Ellie? Ellie et Anne vont faire une énorme annonce au gala, elle piailla pratiquement, incapable de contenir sa fierté. Anne est enceinte de 4 mois. Ton père va enfin avoir un petit enfant. Il est aux anges. Mathieu, complètement extatique. Ellie va annoncer le premier petit-fils à toute la famille et à tous nos amis à la fête. Le premier petit-fils. Les mots me frappèrent en plein milieu de la poitrine comme un coup physique d'un boxeur poids lourd. Tout l'air s'échappa violemment de mes poumons. Je tendis la main et agrippai le bord du comptoir de granit froid, mes jointures blanchissant sous la pression. Je regardai Guillaume, ma vraie chair et mon sang. Un magnifique garçon vivant qui respirait, riait, mangeait et vivait depuis presque 1 an. Un garçon dont l'existence même était actuellement effacée avec désinvolture et sans effort par ma propre mère via une connexion de téléphone portable. Le premier petit-fils, répétai-je, ma voix tombant dans un murmure mort et creux qui ne me ressemblait presque plus. Oui, continua ma mère, complètement inconsciente de la catastrophe nucléaire se produisant dans mon cerveau. C'est juste le moment parfait. Une toute nouvelle génération pour l'héritage Sterling. Alors, tu vois pourquoi tu dois absolument être là. Il s'agit d'unité familiale, Mathieu. Tu dois soutenir ton frère. Quelque chose de profond en moi céda. Ce n'était pas une rupture émotionnelle désordonnée. C'était une fracture nette et terrifiante. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était plus le désir pathétique et persistant d'un fils mal aimé, désespéré pour un peu d'attention. C'était une rage pure, non altérée, glaciale. Je serai là, dis-je. Ma voix me semblait entièrement étrangère. Ferme, calme, létale. Oh, merveilleux, dit-elle, inconsciente de la menace. Je t'enverrai l'itinéraire complet aujourd'hui. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté à travers la cuisine. Je suis calmement allé vers Guillaume, les détaché de sa chaise haute et j'ai serré son petit corps chaud contre ma poitrine. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux doux, sentant le doux shampoing pour bébé, et j'ai fait une toute nouvelle promesse. Il voulait faire comme s'il n'existait pas. Il voulait réécrire notre histoire familiale pour qu'elle corresponde à leur récit parfait. Je n'allais pas les laisser faire. J'avais besoin de savoir exactement à quel point la pourriture de ma famille était profonde avant de faire mon prochain pas. J'ai mis Guillaume dans son berceau pour sa sieste de l'après-midi, j'ai fermé doucement la porte de la chambre, je suis sorti sur le patio arrière et j'ai composé le numéro de portable de mon frère. Ellie a répondu dès la première sonnerie. J'entendais le léger bourdonnement du trafic urbain en arrière-plan. Il était probablement assis dans son bureau d'angle surplombant le port, se sentant comme le roi du monde. Mathieu, à quoi dois-je l'absolu plaisir, dit Ellie, son ton mielleux et excessivement amical. Maman, elle t'a enfin convaincu de venir au gala. Oui, dis-je. J'ai gardé mon ton soigneusement désinvolte, masquant le venin acide qui montait dans ma gorge. Elle a aussi vendu la mèche à propos de la grande nouvelle d'Anne. Félicitations, Ellie. C'est énorme. Merci, mec, dit-il, sonnant incroyablement suffisant, absorbant les louanges. On est plutôt excité. C'est un garçon. Papa est pratiquement en train de faire une parade en ville. Il a déjà acheté au gamin un ensemble de clubs de golf miniatures personnalisés. Il est en train de perdre la tête. Ma mâchoire se serra si fort que mes dents du fond me firent mal. C'est vraiment super. Et, petite question pour toi, cependant. Quand vous ferez cette annonce massive à la fête à propos du premier petit-fils, père est-il pleinement conscient que mon fils aura 1 an le mois prochain? La confiance suffisante à l'autre bout de la ligne s'évapora instantanément. Il y eut un silence lourd et incroyablement inconfortable. J'entendis le froissement de vêtements alors qu'Ellie se levait, traversait la pièce et fermait fermement la porte de son bureau. Écoute, Matt, dit Ellie, sa voix baissant d'un ton dans ce ton faussement sympathique, légèrement agressif qu'il utilisait lorsqu'il négociait une prise de contrôle hostile d'une propriété immobilière. Ne faisons pas ça en ce moment. Tu sais exactement comment est père. C'est un homme traditionnel, très vieille école. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Ellie, insistai-je, refusant de le lâcher. Ça veut dire, Ellie soupira lourdement,
agissant comme si j'étais un enfant têtu à qui il devait expliquer le monde réel, que maman lui a parlé de ta situation là-bas, mais tu as fui vers la côte ouest il y a des années. Tu ne t'es pas marié dans la grande église d'ici. Honnêtement, mec, maman a dit à père que toi et Sarah n'étiez même pas légalement mariés quand l'enfant est né. Tu sais comment il voit les choses hors mariage. Ça l'embarrasse. Ça nuit à l'image de la famille. Ma vision se brouilla un instant. Les bords de l'arrière-cour nageaient en rouge. Hors mariage, mes parents avaient été formellement invités à mon mariage. Ils avaient reçu les invitations. Ils avaient répondu non. Ils avaient activement choisi de ne pas venir. Et pour couvrir leurs propres traces, pour empêcher mon père traditionnel de se demander pourquoi il n'était pas impliqué dans la vie de son premier petit enfant, ma mère avait menti et lui avait dit que mon fils était un enfant bâtard d'une aventure occasionnelle. Totalement indigne du nom de famille Sterling. Il pense que je ne suis pas marié, demandai-je, ma voix mortellement silencieuse, vibrant d'une fureur à peine contenue. Ne tire pas sur le messager, mec, dit Ellie défensivement, se lavant rapidement les mains de la culpabilité. Maman a juste fait ce qu'elle avait à faire pour protéger sa tension artérielle et maintenir la paix. Il a été incroyablement stressé par l'affaire. Si tu viens à la fête le mois prochain, laisse juste le gamin à la maison, d'accord? Ne fais pas de scène. Ne gâche pas cette nuit spéciale pour Anne et moi. Laisse père avoir sa célébration parfaite et nous pourrons parler de ton enfant plus tard. Ne sois pas égoïste, Matt. Ne sois pas égoïste. L'audace absolue de cela. Il était en fait debout dans son bureau coûteux, me faisant la leçon sur l'égoïsme tout en participant activement et sciemment à l'effacement total de la vie de mon fils afin de s'assurer sa place d'unique héritier. Je comprends, dis-je. Il me fallut chaque once de volonté pour ne pas crier au téléphone et le maudire. Bon homme, dit Ellie, clairement soulagé que je me soumette comme le frère aîné tranquille que j'avais toujours été. On se voit le mois prochain. Assure-toi de porter un costume décent. Il raccrocha. Je suis resté dans mon jardin pendant 20 minutes complètes, regardant aveuglément l'herbe verte. Ma propre mère et mon frère avaient construit une forteresse impénétrable de mensonges autour de mon père vieillissant. Il m'avait délibérément dépeint comme un embarras imprudent et mon fils innocent comme un secret illégitime. Tout cela pour s'assurer qu'Ellie restait l'unique héritier, le fils en or, le seul qui comptait vraiment. Je ne voulais plus simplement assister poliment au gala. Je voulais le réduire en cendres, saler la terre et regarder leur petit empire parfait s'effondrer. Lorsque Sarah est finalement rentrée de son épuisante journée de 12 heures à l'hôpital, j'étais assis immobile à la table de la salle à manger. Mon ordinateur portable était ouvert, un bloc-notes jaune rempli de notes gribouillées, et un lourd verre en cristal de Bourbon pur reposait intact devant moi. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage, a immédiatement laissé tomber son lourd sac d'hôpital sur le parquet et s'est précipitée vers la table. Mathieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Guillaume va bien? Guillaume va bien. Il dort à l'étage, dis-je doucement. J'ai tiré une des chaises de la salle à manger pour elle. Assieds-toi. Je dois te raconter exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Je lui ai tout raconté, sans omettre aucun détail. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique joyeux avec ma mère, des détails du gala extravagant, de l'annonce imminente du premier petit-fils. Je lui ai parlé de la conversation tendue avec Ellie, du mensonge écœurant sur le fait que nous n'étions pas légalement mariés, et de la demande arrogante de laisser mon fils à la maison et de rester tranquillement dans un coin comme un bon chien obéissant. Je m'attendais à ce que Sarah pleure. Je m'attendais à ce qu'elle soit profondément blessée, qu'elle s'effondre et qu'elle suggère que nous les coupions pour toujours et ne regardions jamais en arrière. Au lieu de cela, ma douce et compatissante femme s'est penchée en arrière dans sa chaise en bois, ses beaux yeux se rétrécissant en deux fentes sombres et furieuses. Elle n'a pas versé une seule larme, sa mâchoire serrée d'une détermination terrifiante. Ils lui ont dit que nous n'étions pas mariés, répéta-t-elle, sa voix baissant, dégoulinant de dégoût absolu et non altéré. Ils lui ont dit que notre fils ne comptait pas. Ils l'ont effacé. Oui, dis-je doucement, regardant le feu s'allumer dans ses yeux. Sarah se leva brusquement. Elle se dirigea directement vers le meuble à liqueur, se versa une rasade de Bourbon dans mon verre et le but d'un trait sans ciller. Puis elle reposa violemment le verre sur la table avec un bruit sourd. Nous y allons, dit-elle fermement. Sarah, je ne veux pas que tu sois soumise à cet environnement, ai-je commencé, voulant la protéger de la toxicité de la société de Charleston.
Je me fiche de ce que ces gens prétentieux pensent de moi, m'interrompit-elle férocement, pointant un doigt directement sur ma poitrine. Je me soucie de Guillaume. Je me soucie de toi. Pendant 31 ans, Mathieu, tu les as laissés te marcher dessus parce que tu pensais que c'était ce que faisait un bon fils loyal. Tu pensais que si tu restais juste silencieux et ne causais pas de problème, ils finiraient par réaliser ta valeur et t'aimer. Eh bien, regarde où le silence t'a mené. Regarde ce qu'ils font. Ils effacent littéralement l'existence de ton enfant du monde pour qu'il puisse être sous les projecteurs. Elle se pencha sur la table, posant ses mains à plat sur le bois. Son visage à quelques centimètres du mien. Nous n'allons pas laisser notre fils être effacé. Nous allons à cette fête, Mathieu, et nous allons montrer à chaque personne dans cette pièce exactement qui est vraiment la famille Sterling à huis clos. L'entendre le dire à voix haute débloqua quelque chose de profond dans mon cerveau. Le fils blessé, meurtri et négligé se retira complètement dans l'ombre. L'ingénieur en structure méticuleux et résolvant les problèmes prit le relais complètement. Si vous voulez démolir un bâtiment corrompu en toute sécurité et efficacement, vous ne frappez pas seulement l'extérieur avec une masse. Vous trouvez les murs porteurs cachés. Vous placez tranquillement les charges explosives aux points faibles exacts, et vous faites tomber toute la structure de l'intérieur. Je dois y aller tôt, dis-je, mon esprit s'emballant, calculant rapidement la logistique du voyage. Le gala d'anniversaire est un samedi soir. Je dois prendre l'avion pour Charleston le mardi matin. J'ai besoin de 4 jours solides sur place pour recueillir des preuves indéniables. Je ne peux pas simplement me lever dans cette salle de bal et leur crier dessus. Ils me traiteront de fou, diront que je suis jaloux et feront en sorte que la sécurité me jette dehors. J'ai besoin de preuves physiques concrètes de ce qu'ils ont fait. Je réserve les billets d'avion tout de suite, dit Sarah sans manquer un battement, sortant déjà son téléphone de sa poche. J'arriverai avec Guillaume le samedi après-midi. Nous resterons dans un hôtel anonyme près de l'aéroport, à l'abri des regards. Tu me donnes le signal et je franchirai les portes de la salle de bal en tenant notre fils. Es-tu absolument sûr de cela, demandai-je, la regardant, voulant qu'elle comprenne la gravité de ce que nous étions sur le point de faire. Ça va être incroyablement laid, Sarah. Ça va détruire la famille de façon permanente. Ils l'ont détruite d'abord, dit-elle froidement, ses yeux lançant des éclairs. Nous ne faisons que leur donner la facture. J'ai passé les 3 jours suivants à me transformer en un fantôme absolu. Je n'ai pas dit à ma mère que je venais en ville plus tôt. J'ai loué une berline discrète sous le nom de jeune fille de Sarah afin que mon frère ne reçoive pas d'alerte via son compte de location d'entreprise. J'ai emballé un costume sombre, un scanner numérique haute résolution et une quantité massive de détermination froide et calculée. Lorsque mon avion a atterri à Charleston le mardi matin, l'air familier, humide et salé de ma ville natale m'a frappé au visage. Mais je n'ai ressenti aucune nostalgie ni mal du pays. Je me suis senti exactement comme un soldat pénétrant profondément en territoire ennemi. Le tout premier mur porteur que je devais inspecter était le bureau de mon père. Je devais savoir exactement ce qui était arrivé à cet album en cuir. J'ai pris ma voiture de location, j'ai complètement sauté l'enregistrement à l'hôtel et j'ai roulé directement au cœur du centre-ville. Je me suis garé devant l'énorme gratte-ciel en verre sur le côté duquel était placardé le nom de ma famille en acier brossé. Il était enfin temps de découvrir à quel point cette toile de mensonge était épaisse. J'ai franchi les lourdes portes vitrées de Sterling Commercial Real Estate, et l'odeur familière de polish au citron et de cuir cher m'a immédiatement frappé. Des années s'étaient écoulées depuis ma dernière fois dans ce hall, mais rien n'avait changé. Les mêmes sols en marbre importé, la même atmosphère feutrée et intimidante conçue pour vous faire sentir petit. Mais je ne me sentais pas petit aujourd'hui. Je me suis dirigé directement vers l'énorme comptoir de la réception. David, l'assistant exécutif qui gérait l'emploi du temps de mon père depuis que j'étais un enfant avec des broches, tapait furieusement sur son clavier. Quand il a levé les yeux et m'a vu, ses yeux se sont écarquillés derrière ses lunettes à monture métallique. Mathieu, dit David, se levant et se penchant sur le bureau. Il semblait sincèrement ravi. Mon Dieu, mon fils, regarde-toi. Ça fait beaucoup trop longtemps. Es-tu là pour surprendre ton père avant le grand gala ce week-end? Quelque chose comme ça, David, dis-je, gardant ma voix parfaitement égale et agréable. Écoute, je dois te demander une petite faveur. Il s'agit d'un colis que j'ai envoyé il y a un certain temps. Te souviens-tu d'une boîte d'expédition prioritaire que j'ai envoyée ici il y a environ 10 mois?
Il y avait un album photo en cuir personnalisé à l'intérieur. Des lettres dorées sur la couverture. Le sourire chaleureux de David faiblit légèrement. Une ombre de confusion traversa son visage et il se rassit lentement sur sa chaise ergonomique. Oui. Oui, je m'en souviens très clairement. Je l'ai signé moi-même un mardi matin. C'était un bel album. Mathieu. J'ai même jeté un coup d'œil à la couverture. J'ai trouvé que c'était un geste merveilleux. L'as-tu donné à mon père, demandai-je, mon cœur battant contre mes côtes. David regarda autour de lui dans le hall vide, l'air soudain très mal à l'aise. Mathieu, je l'ai apporté directement dans son bureau et je l'ai posé juste au centre de son bureau. Je te jure que je l'ai fait. Mais il hésita, baissant la voix. Ellie est arrivée juste derrière moi pour déposer des contrats. Environ 10 minutes plus tard, je suis retourné pour apporter son café du matin à ton père et l'album avait complètement disparu. J'ai demandé à ton père s'il aimait les photos et il m'a juste regardé comme si je parlais une langue étrangère. Il n'avait absolument aucune idée de ce dont je parlais. Ellie était juste là et a rapidement changé de sujet pour parler des nouveaux permis de zonage du front de mer. J'ai regardé David. La confirmation fut comme un poids physique se posant sur mes épaules. Ellie avait littéralement arraché l'album du bureau avant même que notre père n'entre dans la pièce. David se pencha plus près, son expression s'adoucissant en une profonde sympathie. Mathieu, si ça peut t'aider, ton père t'a demandé la semaine dernière. Il regardait une vieille photo encadrée de vous deux lors d'une partie de pêche, et il avait l'air incroyablement triste. Il m'a demandé si je pensais que tu allais un jour t'établir, trouver une gentille fille et fonder une famille. Il a dit qu'il s'inquiétait que tu sois seul sur la côte ouest. Mon propre père pensait que j'étais seul. Ils avaient intercepté les invitations de mariage. Ils avaient intercepté les faire-part de naissance. Ils avaient construit une réalité alternative complète pour qu'il y vive. Merci, David, dis-je, ma voix nouée d'émotion. Tu n'as aucune idée à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Je me suis retourné et j'ai franchi les portes vitrées. Je ne suis pas allé au bureau de mon père. Je n'avais pas besoin de le voir encore. J'avais trouvé la première fissure massive dans le mur porteur, et maintenant je savais exactement où placer les explosifs. Mon prochain arrêt était la maison d'Ellie. Mon frère vivait dans un immense manoir historique rénové dans le quartier le plus cher de Charleston, payé par un généreux bonus d'héritage précoce dont j'avais été commodément exclu. Je connaissais son emploi du temps. Je savais qu'il avait un tea time fixe au country club chaque mardi après-midi avec ses investisseurs et que sa femme Anne avait un cours de yoga prénatal exactement à la même heure. J'ai garé ma berline louée à 2 pâtés de maison et j'ai marché jusqu'à sa porte arrière. J'ai tapé l'ancien code de sécurité que notre mère utilisait pour tout, la date de son anniversaire de mariage. La lourde porte en fer s'est ouverte. Je suis entré par la porte de la cuisine. La maison était silencieuse, sentant fortement les diffuseurs floraux coûteux. Je n'ai pas perdu de temps à regarder autour de moi. Je suis monté directement le grand escalier en acajou jusqu'au bureau d'Ellie à la maison. C'était une pièce dégoûtante et prétentieuse remplie de livres reliés en cuir non lus et de récompenses encadrées. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs. Je ne cherchais rien de spécifique, juste un fil à tirer. J'ai trouvé des reçus pour les séances photos de maternité extravagantes d'Anne. J'ai trouvé des factures pour le gala du club de campagne à venir. Mais ensuite j'ai ouvert le tiroir du bas de son lourd bureau en chêne. Il était fermé à clé, mais Ellie gardait toujours la clé de rechange en argent scotchée sous le tiroir du milieu. J'ai glissé ma main dessous, j'ai trouvé la clé et je l'ai déverrouillée. Tout au fond. Sous une pile de dossiers fiscaux se trouvait une lourde enveloppe matelassée. Je l'ai sortie et j'ai versé le contenu sur le bureau. Mon souffle se coupa dans ma gorge. C'était là, l'album photo en cuir sur lequel j'avais dépensé $300, toujours bien emballé dans son cellophane d'origine. Il n'avait même pas pris la peine de l'ouvrir. À côté se trouvait le faire-part de naissance de couleur crème avec les lettres dorées, complètement intactes. Et juste à côté se trouvait une petite clé USB argentée. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac à dos, l'ai allumé et j'ai branché la clé. Elle était entièrement remplie de dossiers organisés. J'ai cliqué sur l'un d'eux intitulé Fonds fiduciaire familial. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de relevés bancaires en PDF. Je suis un ingénieur, pas un expert comptable judiciaire, mais le calcul était douloureusement évident.
des millions de dollars avaient été discrètement transférés du fonds fiduciaire conjoint que notre grand-père avait créé pour nous deux, canalisés directement vers une société de portefeuille offshore au nom d'Eli. Mais c'est l'autre dossier, étiqueté qui me glaça le sang. C'était une archive complète de messages textes et de mails entre ma mère et Eli remontant à près de 2 ans. Je me suis assis dans la chaise en cuir coûteuse de mon frère et j'ai lu chaque mot. J'ai lu comment ma mère était submergée par des dettes cachées issues de terribles investissements privés et comment Eli utilisait l'argent du fonds fiduciaire volé pour la renflouer discrètement. J'ai lu leur accord calculé et écœurant. Eli couvrirait ses dettes massives et en échange, Patricia s'assurerait que Robert ne découvre jamais mon mariage ou mon enfant. Père est obsédé par l'héritage, lisez un message d'Eli, s'il voit que Mathieu a un fils légitime, il divisera à nouveau l'héritage en 2. Garde Mathieu isolé. J'ai besoin du contrôle total du conseil. La réponse de ma mère se trouvait juste en dessous. Je me suis occupé de la carte de Pâques. Robert n'a rien vu. Assure-toi juste que le virement bancaire soit effectué avant vendredi. Ils avaient littéralement vendu le droit d'aînesse de mon fils pour couvrir une dette de jeu. J'ai soigneusement copié chaque fichier sur mon propre ordinateur portable. Puis j'ai remis l'USB d'origine, l'album non ouvert et le faire-part de naissance dans l'enveloppe matelassée, j'ai verrouillé le tiroir et je suis sorti de la maison. J'avais les plans de leur mensonge. Il était maintenant temps de faire tomber le bâtiment. Samedi soir arriva, épais de l'air humide et lourd d'un été de Charleston. Le country club grouillait de voituriers garant des voitures de sport et berlines de luxe. Je franchis les grandes portes doubles de la salle de bal à exactement 19h, vêtu d'un élégant costume noir sur mesure. Ma mère me repéra presque immédiatement. Elle flotta à travers la pièce dans une robe de soirée ivoire perlée, un sourire figé et paniqué plaqué sur son visage. Elle me tira à part, loin des riches invités. Mathieu, siffla-t-elle doucement, m'embrassant l'air près de la joue. Tu es vraiment venu. Où sont tes bagages? À l'hôtel, maman, dis-je doucement. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Elle me conduisit rapidement à une petite table insignifiante, nichée au fond de la pièce près des portes de la cuisine. Assieds-toi ici, chérie. Ton père est très débordé ce soir, alors s'il te plaît, reste discret. Ne fais pas de scène. Je lui fis un sourire serré et poli et m'assis. Mais je n'y restais pas. Dès qu'elle me tourna le dos pour aller faire la cour à un politicien local, je me levai et me dirigeai directement vers la cabine de contrôle audiovisuel à l'arrière de la salle de bal. Le coordinateur de l'événement, un homme d'apparence stressé nommé Cédric portant un casque, vérifiait frénétiquement un ordinateur portable connecté au projecteur géant au plafond. « Excusez-moi, Cédric, dis-je en utilisant ma voix la plus autoritaire et professionnelle. Je suis Mathieu Sterling, le fils aîné de Robert. Nous avons un léger changement de programme pour le diaporama surprise pendant les toasts. » Cédric parut paniqué. « Monsieur, votre mère m'a donné des instructions strictes de ne pas modifier le déroulement du spectacle. » Je comprends, l'interrompis-je doucement, sortant un billet de $100 de ma poche et le glissant sur son presse-papier. Mais mon frère Eli m'a demandé de m'en occuper personnellement. C'est une surprise spéciale pour mon père. J'ai juste besoin de brancher mon ordinateur portable directement sur l'entrée HDMI principale. Je gérerai la présentation moi-même depuis ce coin. Cédric hésita, regarda l'argent, puis hocha la tête. S'écartant, je connectai rapidement mon ordinateur portable au système principal. Être ingénieur système a ses avantages. J'ai complètement contourné son logiciel de contrôle, acheminant l'affichage principal directement à mon clavier. Une fois que j'aurai appuyé sur la touche Entrée, personne dans cette pièce ne pourrait éteindre ce projecteur à moins de débrancher physiquement le cordon d'alimentation du mur de béton. À exactement 20h15, le groupe de jazz cessa de jouer. La pièce tomba dans un silence révérencieux alors que mon père se levait à la table d'honneur et heurtait son couteau contre sa flûte à champagne en cristal. Il fit son grand discours sur ses 40 ans de mariage. Il porta un toast larmoyant à Eli et Anne, célébrant l'arrivée imminente du premier petit-fils. Et puis, comme il l'avait été entièrement scripté, il tourna son regard condescendant vers le fond de la pièce, me regardant directement. « Et Mathieu, bien sûr, nous espérons qu'un jour ce sera ton tour aussi, dit mon père, sa voix dégoulinant de pitié. Un jour bientôt, mon fils. Ne nous fais pas attendre trop longtemps. » Je me suis levé. J'ai posé mon verre d'eau. J'ai regardé l'homme qui avait ignoré mon existence pendant 10 mois.
J'ai regardé la mère qui m'avait trahi. Et j'ai regardé le frère qui avait volé la place de mon fils dans le monde. Ma main reposait sur le clavier de mon ordinateur portable. Père, dis-je, ma voix traversant la salle de bal silencieuse. C'était il y a 10 mois. Tu étais invité. J'ai appuyé sur la touche entrée. Le grand écran de projection motorisé derrière la tête de mon père est soudainement descendu du plafond avec un bourdonnement mécanique. Un faisceau brillant de lumière blanche a traversé la salle de bal sombre, illuminant l'écran. Une photographie exactement de 3 mètres de haut et incroyablement nette a rempli tout le mur. C'était une photo de Guillaume assis sur le tapis de notre salon portant un petit pull bleu, souriant d'un énorme sourire joyeux et édenté directement à l'appareil photo. Il avait les yeux sombres et intenses exacts de mon père. Un gasp collectif et massif a parcouru la foule de 200 invités. Des femmes se sont couverts le visage. Des hommes se sont agités inconfortablement dans leur smoking coûteux. Mon père se retourna. Il regarda la photo géante du garçon. La lourde flûte à champagne en cristal lui glissa des mains, se brisant sur le sol de marbre. Il s'appelle Guillaume, dis-je fort, ma voix résonnant sur les murs. J'ai appuyé sur la barre d'espace. L'image a changé. C'était un scan haute résolution de l'acte de naissance officiel de Guillaume, nous désignant explicitement, Sarah et moi, comme les parents mariés, détruisant complètement le mensonge sur un enfant né hors mariage. Il a 10 mois, continuai-je, sortant de l'ombre et avançant lentement dans l'allée centrale de la pièce. Tu as été formellement invité à sa naissance. Tu as été invité à mon mariage il y a 3 ans. Je t'ai envoyé un album photo en cuir à ton bureau privé. J'ai appelé ta ligne directe 11 fois, mais ton fils en or, juste là, et ta femme parfaite ont intercepté chaque message et te l'ont caché. Les genoux de mon père fléchirent physiquement. Il agrippa le bord de la table de banquet pour ne pas s'effondrer. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de l'écran. Il émit un son, un bruit guttural et brisé que je n'avais jamais entendu un homme adulte faire de toute ma vie. C'était le son d'un homme fier réalisant que toute sa réalité était un mensonge fabriqué. Mathieu, arrête ça immédiatement, cria ma mère, sa façade parfaitement manucurée se brisant complètement. Elle se jeta en avant, saisissant le bras de mon père. Il ment, Robert. Il est juste jaloux de son frère. Il est fou. Élie était déjà en mouvement. Il sauta par-dessus une chaise, sprintant désespérément vers la cabine audiovisuelle pour arracher les câbles. « Éteignez-le » cria-t-il au coordinateur de l'événement. « Coupez tout de suite. » Je n'ai même pas scié. J'ai juste appuyé sur la barre d'espace une fois de plus. L'écran a affiché une capture d'écran massive et agrandi des messages textes entre ma mère et Élie. Les mots mesuraient 3 mètres de haut, impossible à manquer. Gardez Mathieu isolé. J'ai besoin du contrôle total du conseil. Je me suis occupé de la carte de Pâques. Assurez-vous juste que le virement bancaire soit effectué. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il était suffocant. Chaque investisseur riche, chaque politicien, chaque ami de la haute société lisait la preuve exacte et indéniable de la façon dont Patricia et Ellie Sterling avaient systématiquement volé leur propre famille et effacé un enfant innocent juste pour couvrir leurs crimes financiers. Mon père tourna lentement la tête de l'écran et regarda ma mère. Son visage était un masque d'horreur absolue et terrifiante. « Toi, » murmura mon père, sa voix tremblant violemment. « Tu as jeté mon petit-fils. » Avant même que ma mère ne puisse tenter de formuler un autre mensonge désespéré, un homme se leva de la table VIP près de l'avant. C'était Charles, l'associé gérant senior du cabinet d'avocats qui avait représenté l'entreprise de ma famille pendant plus de 3 décennies. C'était un homme profondément respecté à Charleston, un homme dont la parole était loi absolue. J'avais rencontré Charles en secret pendant 3 heures la veille, lui remettant chaque fichier de la clé USB argentée. Charles boutonna sa veste de costume, son visage sombre et impitoyable. Il brandit un épais dossier juridique Manila. « Robert, » dit Charles, sa voix résonnant avec autorité. Mathieu dit l'absolue vérité. J'ai passé les dernières 24 heures à vérifier ces documents avec notre équipe de comptabilité légale. Élie a systématiquement forgé la signature de Mathieu sur plus de 40 formulaires de retrait de fonds fiduciaires différents au cours des 2 dernières années. Il a illégalement détourné près de 3 millions de dollars vers un compte offshore privé, et il a utilisé une partie de ces fonds volés pour rembourser discrètement les dettes d'investissement cachées de Patricia. Ils ont conspiré pour maintenir Mathieu complètement à l'écart afin d'empêcher un audit du patrimoine familial.
Le pandémonium éclata. Anne, la femme enceinte d'Élie, laissa échapper un cri perçant et recula de son mari comme s'il était soudainement très contagieux. Élie se figea au milieu de la pièce, ressemblant à un cerf pris dans les phares d'un camion en excès de vitesse, ses cheveux parfaits en désordre, son visage dégoulinant de sueur froide. « Charles, tu ne peux pas faire ça ici, » balbutia Élie, levant les mains défensivement. « C'est une affaire de famille privée. »« C'est de la fraude télégraphique fédérale, Élie, » riposta Charles froidement. « Et j'ai déjà transmis le dossier complet au bureau du procureur fédéral. Vous êtes entièrement démis de votre poste de direction avec effet immédiat. » Ma mère tomba à genoux dans sa coûteuse robe ivoire. Sanglotant hystériquement, tendant la main pour saisir le pantalon de smoking de mon père. « Robert, s'il te plaît. Je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait pour protéger notre mode de vie. Mathieu nous a abandonnés. » Mon père regarda la femme avec qui il était marié depuis 40 ans. L'amour, le respect, le partenariat. Tout disparut de ses yeux, remplacé par un dégoût arctique et impitoyable. Il retira violemment sa jambe de sa prise. Il ne cria pas. Il ne maudit pas. Il lui tourna simplement le dos, tourna le dos à Élie et me regarda directement. Des larmes coulaient librement sur son visage ridé et marqué, imbibant son col. « Mathieu » murmura-t-il, sa voix rauque, sonnant comme un homme très vieux, très fatigué. « Où est-il ? Où est mon petit-fils » J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai envoyé un seul mot à Sarah. « Maintenant. » Il l'attendait dans le hall. « Père, dis-je doucement, la colère s'écoulant enfin de moi, remplacée par une profonde et lourde tristesse. Si tu veux le rencontrer, mon père n'hésita pas une seule seconde. Il s'éloigna du gâteau d'anniversaire ruiné, de la mère hurlante et du frère déshonoré, et il descendit l'allée centrale de cette salle de bal avec moi, ne regardant jamais en arrière. Le grand hall du club de campagne était désert, à l'exception du son apaisant et rythmé de l'eau qui s'écoulait de l'énorme fontaine en marbre au centre. Alors que mon père et moi franchissions les lourdes portes en bois, laissant derrière nous les cris chaotiques de la salle de bal, nous les avons vus. Sarah se tenait tranquillement au bord de la fontaine. Elle portait une robe bleu foncé simple et élégante, et Guillaume reposait confortablement sur sa hanche. Il portait un petit pantalon kaki et une chemise blanche à boutons. Il était bien éveillé, mâchant pensivement son propre poing, regardant la cascade. Quand mon père les a vus, ses pas ont chancelé. Le titan impitoyable et intouchable de l'immobilier de Charleston s'est physiquement effondré. Il s'est arrêté à 3 mètres de distance, apparemment incapable de franchir le dernier fossé. Sa poitrine se soulevait de sanglots lourds et rauques. Il a couvert sa bouche avec sa main tremblante, fixant le garçon qui partageait son visage exact. Un garçon dont on lui avait dit qu'il était une erreur illégitime. Sarah leva les yeux. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait juste l'air incroyablement triste pour lui. Elle s'avança, déplaçant doucement Guillaume dans ses bras. « Robert » dit-elle doucement, sa voix résonnant dans le hall silencieux. « Je voudrais vous présenter votre petit-fils. Voici Guillaume Mathieu Sterling. » Mon père fit un pas hésitant et tremblant. Il tendit les 2 mains, ses doigts tremblant violemment. Sarah transféra doucement Guillaume dans ses bras. Mon père serra le poids lourd et chaud de mon fils contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans le cou doux de Guillaume et pleura ouvertement, bruyamment, sans la moindre honte ni fierté. Guillaume, qui était habituellement incroyablement méfiant envers les étrangers et pleurait quand le facteur lui faisait signe, ne broncha pas du tout. Au lieu de cela, mon fils de 10 mois leva une petite main potelée et tapota doucement la joue trempée de larmes de mon père. « P.A. » babilla joyeusement Guillaume, tirant sur le nœud papillon en soie de mon père. Mon père laissa échapper un rire humide et brisé. Il me regarda par-dessus la tête de Guillaume. Ses yeux étaient injectés de sang et complètement désespérés de pardon. « Mathieu » s'étrangla-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je suis tellement désolé. J'étais si aveugle. J'étais si arrogant. Je les ai laissés construire un mur autour de moi parce que j'étais trop fier pour te contacter moi-même. Je les ai laissés nous voler ça. Je suis si incroyablement désolé. » Je m'approchai et posai fermement une main sur l'épaule de mon père. C'était la première fois que j'initiais un contact physique avec lui depuis plus d'1 décennie. « Je sais, père, dis-je doucement. Je sais, mais nous sommes là maintenant. Nous sommes restés là, près de la fontaine, pendant longtemps.
3 générations d'hommes sterling, enfin debout dans la vérité absolue. À l'intérieur de la salle de bal, l'empire qu'il avait passé 40 ans à construire aux côtés de ma mère s'effondrait violemment en poussière. Mais ici, dans le hall silencieux, tenant son petit-fils pour la toute première fois, c'était le seul moment qui comptait vraiment. Les conséquences de cette nuit furent brutales, rapides et entièrement impitoyables. Lorsque vous construisez une maison entièrement faite de mensonges, il suffit d'une forte rafale de vent pour la raser. Le lundi matin, à peine 36 heures après le gala, Charles a officiellement déposé les documents de fraude fédérale auprès des autorités. Parce que les fonds fiduciaires avaient été transférés d'un État à l'autre vers des comptes offshore, l'enquête est immédiatement devenue une affaire fédérale. Le FBI a perquisitionné le bureau d'Eli un mardi après-midi, emportant des cartons de disques durs et de dossiers papier devant tout le personnel de l'entreprise. Eli a été formellement inculpé 3 semaines plus tard. Le fils en or de la société de Charleston a fait la une des journaux économiques locaux. Complètement déshonoré, il a été contraint de démissionner dans l'humiliation totale, liquidant presque tout ce qu'il possédait juste pour payer son énorme équipe de défense juridique. Anne, réalisant que l'argent et le statut étaient entièrement partis, a demandé un divorce très médiatisé à peine 2 mois après le début de l'enquête. Elle est retournée vivre chez ses riches parents, citant la ruine financière et une perte totale de confiance. Elle a emmené le bébé à naître avec elle, se battant légalement pour s'assurer qu'Eli n'obtiendrait que des droits de visite supervisés minimaux. Le sort de ma mère fut sans doute bien pire, du moins dans son propre esprit, lorsque la nouvelle de ses dettes cachées et de sa conspiration pour voler le fonds fiduciaire familial a fuité auprès de l'élite du country club. Elle est devenue instantanément une paria sociale. Les femmes avec qui elle jouait au tennis depuis des décennies ont soudainement cessé de répondre à ses appels. Elle a perdu son siège convoité au conseil d'administration de la Charité, puis de la Société historique, et enfin, on lui a discrètement demandé de démissionner de son adhésion au country club pour éviter tout autre scandale. Mon père ne montra absolument aucune pitié. Il déménagea immédiatement du grand manoir historique qu'ils avaient partagé et demanda une séparation légale, citant des différences irréconciliables et des abus financiers extrêmes. Il engagea une équipe impitoyable d'avocats spécialisés dans le divorce pour s'assurer que Patricia ne repartirait qu'avec le strict minimum requis par la loi de l'État. Elle m'a appelé une fois environ 4 mois après le gala. Elle pleurait hystériquement, me suppliant de parler à mon père pour lui dire de reconsidérer, de lui rappeler les 40 ans qu'ils avaient passés ensemble. « Mathieu, tu as gagné », sanglota-t-elle au téléphone. « Tu as prouvé ton point. S'il te plaît, dis-lui juste de me laisser la maison. Je n'ai nulle part où aller. » Je me suis assis dans mon salon tranquille à Portland, regardant par la fenêtre Guillaume jouer dans le bac à sable. « Tu n'as pas seulement volé de l'argent, maman, dis-je froidement. Tu as essayé d'effacer mon fils. Tu as creusé ta propre tombe. Maintenant, tu dois y dormir. » J'ai raccroché et j'ai bloqué définitivement son numéro. Je ne lui ai plus jamais adressé un seul mot, ni à elle ni à Eli, depuis ce jour, et je ne le ferai jamais. 8 mois après l'explosion catastrophique au country club, mon père a fait quelque chose qui a choqué toute la communauté d'affaires de Charleston, il a formellement démissionné de son poste de PDG de Sterling Commercial Real Estate, confiant le contrôle total à un conseil d'administration indépendant. Il a vendu sa collection de voitures anciennes, liquidé son immense domaine historique et rangé sa vie dans quelques valises. Il a déménagé dans le nord-ouest Pacifique à la mi-février. Il n'a pas acheté un immense manoir ostentatoire dans les collines. Au lieu de cela, il a acheté une modeste maison artisanale de 3 chambres dans un quartier calme et arboré, à seulement 6 pâtés de maison de la nôtre à Portland. La transformation de Robert Sterling était incroyablement déroutante à observer. Le titan corporatif intimidant et parfaitement habillé qui criait au téléphone après les entrepreneurs était complètement parti. À sa place se trouvait un homme âgé calme et profondément réfléchi qui portait des pépules en laine, buvait du café noir sur son porche et passait ses après-midi dans le garage à apprendre à construire des nichoirs. Il essayait désespérément et maladroitement de comprendre comment être un être humain normal. Au début, j'ai gardé ma garde. 31 ans de distance émotionnelle sont incroyablement difficiles à réécrire. Je m'attendais à ce qu'il finisse par s'ennuyer de la vie tranquille, à commencer à critiquer ma maison, mon travail ou la façon dont Sarah et moi élevions Guillaume. Je m'attendais à ce que le vieux père exigeant refasse surface. Mais il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il se présentait à notre porte chaque dimanche matin avec une boîte de pâtisserie fraîche de la boulangerie locale. Il s'asseyait par terre,
un homme avec 2 mauvais genoux qui siégeait autrefois au conseil d'administration de grandes banques et passait des heures à empiler des blocs de bois avec Guillaume, pour rire hystériquement quand Guillaume les faisait tous tomber. Guillaume ne pouvait pas prononcer grand-père, alors il a inventé son propre nom. Il a commencé à appeler mon père Papy. Et la première fois que Guillaume a couru à travers le salon et a crié Papy, mon père a en fait pleuré. Il a soulevé Guillaume, a enfoui son visage dans le cou de mon fils et l'a juste tenu pendant 5 minutes d'affilée. Ce n'était pas une grande tournée d'excuses dramatiques. C'était un effort tranquille, constant, quotidien pour prouver qu'il était là et qu'il ne partirait plus jamais. Il faisait le travail ardu et ingrat de se montrer. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour moi quand j'étais enfant. Mais le voir le faire pour mon fils a lentement, pièce par pièce, commencé à guérir le vide massif dans ma propre poitrine. Quand Guillaume a eu 2 ans, l'horaire de Sarah à l'hôpital a changé, et nous avions besoin de quelqu'un pour aller le chercher à la crèche les mardis et jeudis après-midi avant même de pouvoir envisager d'embaucher une nounou. Mon père a frappé à notre porte et a pratiquement supplié pour le poste. « Je peux le faire, Mathieu, dit-il sincèrement, debout dans notre cuisine, tenant ses clés de voiture. J'ai acheté une voiture sûre. J'ai fait installer le meilleur siège auto du marché par le concessionnaire. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. Je veux être utile. » J'hésitais, me souvenant de l'homme qui manquait mes matchs de baseball parce qu'un client l'avait appelé, mais Sarah me serra doucement la main et hocha la tête. Nous lui avons donné une chance. Pendant la dernière année, mon père a été le responsable désigné des allers-retours. La crèche est à 5 km et l'heure de ramassage est à 15h30 précise. Mon père arrive sur le parking à 15h15 à chaque fois. Il reste dans sa voiture à écouter la radio, attendant patiemment que les portes s'ouvrent. Il n'a jamais été en retard, pas une seule fois. Il n'a manqué aucun mardi ou jeudi, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Un après-midi, une énorme tempête du Pacifique a éclaté, inondant les rues et provoquant des embouteillages partout. J'étais coincé dans mon entreprise d'ingénierie, vérifiant frénétiquement mon téléphone, terrifié qu'il n'y arrive pas et que Guillaume soit assis seul sur le trottoir à attendre. J'ai appelé la crèche. L'enseignante a répondu et a ri doucement. « Oh, Mathieu, ne vous inquiétez pas, dit-elle, Robert est là. Il a en fait marché le dernier kilomètre sous une pluie battante avec un parapluie parce que sa voiture était bloquée dans les embouteillages. Il est assis dans le coin lecture en train de lire la chenille qui fait des troubles à Guillaume en ce moment. Il est trempé, mais il ne nous a pas laissé vous appeler pour vous inquiéter. » Quand je suis finalement arrivé chez lui ce soir-là pour récupérer Guillaume, mon père portait un pantalon de survêtement sec, éternuait et donnait à mon fils des macaronis au fromage à la table de la cuisine. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant cet homme qui avait autrefois régné sur un empire corporatif, maintenant heureux de jouer à l'avion avec une cuillère en plastique. « Merci, père, dis-je doucement, appuyé contre le cadre de la porte. Il se figea. Il baissa lentement la cuillère et me regarda. C'était la première fois que je l'appelais père sans aucune pointe de sarcasme ou de colère depuis mon adolescence. Il déglutit difficilement, ses yeux brillants. « Tu n'as jamais à me remercier de me montrer pour ma famille, mon fils. C'est exactement ma place. Le mois dernier, un dimanche soir tranquille, mon père est venu dîner en famille, comme d'habitude. J'avais fait griller des steaks, Sarah avait préparé une salade, et Guillaume écrasait joyeusement des petits pois sur la table de la salle à manger. Après le dîner, Sarah et moi nous sommes assis sur le canapé du salon, en face de mon père. Je l'ai regardée. Elle a souri et a hoché la tête, glissant sa main dans la mienne. « Père, dis-je doucement. » Il a levé les yeux de sa tasse de café, instantanément alerte. « Tout va bien ? La maison s'installe-t-elle encore ? Je t'avais dit que je pouvais appeler un entrepreneur. »« La maison va bien, père, ris-je doucement, serrant la main de Sarah. Nous voulions juste te dire quelque chose. Sarah est de nouveau enceinte. Nous allons avoir une petite fille. Elle est prévue pour fin octobre. » Mon père est resté complètement immobile. Il a lentement posé sa tasse de café sur le dessous de verre en bois. Il a regardé Sarah, puis m'a regardé. Il n'a pas applaudi. Il n'a pas sauté. Il s'est simplement penché en avant, a posé ses coudes sur ses genoux, a enfoui son visage ridé dans ses grandes mains et a commencé à pleurer. C'était un pleur silencieux, profond, une libération de tant d'émotions et de regrets refoulés. Je me suis déplacé vers le fauteuil à côté de lui et j'ai posé une main sur son dos.
Père, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes heureux. Il a pris une profonde inspiration tremblante et m'a regardé. Son visage était mouillé, ses yeux intensément concentrés. Mathieu, murmura-t-il, sa voix rauque et vacillante. Cette fois, s'il te plaît. Je veux savoir le jour exact. Je veux être en attente dans le hall de l'hôpital. Je veux être la deuxième personne que tu appelles après les parents de Sarah. S'il te plaît. Il a tendu la main et a saisi mon avant-bras avec une force surprenante. Je l'ai manqué une fois. J'ai manqué le plus beau jour de ta vie parce que je me suis laissé aveugler par des menteurs. Je ne le manquerai plus jamais. S'il te plaît, laisse-moi être là. Je l'ai regardé. J'ai vu l'amour désespéré et authentique d'un homme qui avait tout perdu et qui avait trouvé exactement ce qui comptait vraiment dans les cendres. Père, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Tu seras le tout premier appel que nous ferons en chemin vers l'hôpital. Je te le promets. Il s'est effondré dans la chaise, laissant échapper un long soupir tremblant de pur soulagement. Je ne mérite pas ça, Mathieu. Tu ne le méritais pas, lui dis-je honnêtement. Mais tu le mérites maintenant. Nous sommes restés dans le salon pendant longtemps cette nuit-là. Nous trois, écoutant Guillaume babiller joyeusement avec ses jouets sur le tapis, nous préparant à une toute nouvelle vie que mon père connaîtrait dès le premier battement de cœur. Je pense à cette nuit au country club plus que je ne devrais probablement. Je ne pense pas au drame, au cri ou au regard sur le visage de mon frère quand l'avocat s'est levé. Je pense à la version de ma vie où j'étais resté silencieux. Je pense à la réalité alternative où j'avais juste accepté les excuses de ma mère. Où j'avais laissé les insultes de mon frère passer pour maintenir la paix, où j'avais déguisé la lâcheté et la peur en patience et appelé cela être la personne la plus mature. Si j'étais resté silencieux, mon fils aurait grandi en croyant qu'il n'était pas assez bien pour son propre grand-père. Mon père serait mort entouré de personnes qui le volaient activement, croyant que son fils aîné ne se souciait tout simplement pas de lui. Ce que personne ne vous dit à propos d'être l'enfant mal aimé, le mouton noir de la famille, c'est que vous passez toute votre vie à attendre que le favoritisme ne soit qu'un simple malentendu. Vous vous convainquez que si vous réussissez assez, si vous vous éloignez assez, si vous restez assez silencieux et ne faites jamais de scène, les gens qui vous ont blessé finiront par se réveiller et réaliser ce qu'ils ont perdu. Ils ne le feront pas parce que leur favoritisme n'a jamais vraiment été à votre sujet en premier lieu. C'était à leur sujet. Il s'agissait de ma mère qui avait besoin d'un fils qui l'aiderait à cacher ses péchés financiers et de mon frère qui était prêt à jouer ce rôle exact pour une part d'un héritage qui n'était pas le sien à voler. Se protéger n'est pas la même chose que protéger sa paix. Une paix réelle et durable demande un courage absolu. Cela demande le moment terrifiant où vous vous levez à une longue table de banquet devant 200 personnes riches et dites la vérité à voix haute. Même quand votre voix tremble, même quand votre propre mère vous siffle de vous asseoir et de vous taire. Si vous écoutez ceci et qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui insiste constamment pour être le pont entre vous et les gens que vous aimez, demandez-vous pourquoi. Les ponts sont faits pour être traversés. Les gens qui les construisent et se tiennent ensuite agressivement à garder la porte ne protègent personne d'autre qu'eux-mêmes. Contournez-les. Prenez le téléphone. Conduisez jusqu'au bureau. Présentez-vous à la porte d'entrée avec la preuve en main. Faites tout ce qu'il faut pour leur faire voir ce qu'on leur a dit qu'il n'existait pas. La vérité ne se livrera absolument pas d'elle-même. La mienne a failli ne pas le faire. J'ai failli attendre trop longtemps. Ne faites pas la même erreur. Hier après-midi, je me tenais à l'évier de ma cuisine, faisant la vaisselle. J'ai regardé par la grande fenêtre vitrée dans le jardin. Le soleil brillait à travers les pins. Mon père était là sur l'herbe, à quatre pattes, laissant Guillaume le chevaucher comme un cheval. Guillaume riait si fort qu'il avait le souffle coupé. Ses petites mains agrippaient fermement le pull en laine de mon père. Mon père riait aussi, un son profond et authentique qui résonnait dans le jardin. J'ai souri, j'ai essuyé mes mains sur une serviette et je suis sorti pour rejoindre ma famille. La vraie. Celle pour laquelle nous nous étions battus.